En 1913, l'un des psychiatres les plus respectés d'Europe ferma la porte de son cabinet, s'assit seul, et eut une vision qui faillit le détruire. Ce n'était pas un rêve. Il était éveillé. Et ce qu'il vit était si vivide, si absurde, si en dehors de toute explication médicale qu'il connaissait, que cela le poussa à se poser la seule question qu'un homme de science redoute le plus. Suis-je en train de devenir fou? Cet homme s'appelait Carl Gustav Jung. Et cette nuit-là, ce doute silencieux et terrifiant, ne fut pas un accident isolé. Ce fut le début de quelque chose qui allait durer 16 ans. La plupart d'entre nous, face à une sensation pareille, auraient fui. Auraient cherché un confrère, un remède, n'importe quelle distraction pour faire taire cela. Jung fit l'inverse. Il décida d'y entrer. Et ce qu'il découvrit à l'intérieur, il n'osa presque pas le montrer au monde. Le nom qu'il donna à l'abîme. Jung appela cette plongée délibérée la confrontation avec l'inconscient. Un nom presque clinique, presque froid, pour décrire quelque chose qui était tout, sauf froid. Pensez à la différence. Un patient ordinaire, ayant ces visions, aurait été interné, médicamenté, traité comme un cas perdu. Jung était le médecin. C'était lui qui posait le diagnostic des autres. Et pourtant, il choisit de traiter son propre esprit comme s'il était son patient le plus complexe, sans savoir, au début, s'il en ressortirait entier. Cela ne dura pas une nuit, ni une semaine. Cela dura 16 ans. 16 ans à vivre, intérieurement, une vie parallèle que la plupart des gens autour de lui n'auraient jamais soupçonnée. Et tout au long de ces années, il fit quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais qui, à l'époque, relevait presque d'une folie calculée. Il consigna tout. Le livre né de la peur. Le soir, après les patients, après les enfants endormis, après le silence de la maison, Jung s'asseyait avec un cahier à la couverture rouge. Il écrivait à la main. Il dessinait. Il peignait, avec un soin presque religieux, les images qu'il voyait dans ses visions. Mandalas, figures, symboles qu'il ne savait pas toujours expliquer lui-même. C'est ce cahier, cette couverture rouge, qui donna son nom à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du livre rouge. Et voici le détail que peu de gens mentionnent. Il le cacha. Pendant des décennies. À la communauté scientifique, à ses collègues, presque à tout le monde. Parce que Jung savait exactement ce qui arriverait si ces pages venaient à fuiter, il serait étiqueté. Mystique. Unstable. Peu fiable. Le travail de toute une vie, détruit par un carnet trop intime pour être compris de l'extérieur. Ce n'est qu'après sa mort, des décennies plus tard, que sa famille autorisa la publication. Et le monde put enfin voir ce que cet homme avait porté en silence. Mais dans ces pages, Jung n'était pas seul. La voix qui n'était pas la sienne. Dans ses visions, Jung décrivit la rencontre avec une figure qu'il appela Philémon. Un vieil homme, aux ailes de Martin Pêcheur, qui apparaissait devant lui comme un guide, non comme un symptôme. Et ce que Philémon lui enseigna changea à jamais la façon dont Jung comprenait son propre esprit. L'idée que certaines pensées ne nous appartiennent pas entièrement. Qu'elles surgissent, se déplacent, parlent, presque comme si elles avaient une vie propre, indépendante de notre volonté consciente. Arrêtez-vous un instant et ressentez le poids de cela. Un psychiatre rationnel, formé à la science, admettant qu'à l'intérieur de sa propre tête se trouvait quelque chose qui n'était pas lui, et qui, pourtant, méritait d'être écouté, non réduit au silence. C'est cette expérience, plus que n'importe quelle théorie de manuel, qui planta en Jung la graine de ce que le monde appellerait plus tard les archétypes, des schémas anciens, presque universels, qui habitent le fond de la psyché humaine et s'expriment à travers symboles, mythes, rêves. Mais il y avait une question à laquelle ni Philémon, ni 16 années de vision, ne purent répondre immédiatement. La question à laquelle il ne pouvait répondre. Des années plus tard, déjà plus âgé, Jung écrivit quelque chose qui paraît simple, mais qui porte un poids immense quand on comprend d'où il venait. Il dit s'être senti poussé à se demander, en toute sincérité, quel est le mythe que je vis? Et il ne trouva pas de réponse. Il dut s'avouer, à lui-même, qu'il ne vivait à l'intérieur d'aucun mythe. Il vivait, selon ses propres mots, dans un nuage incertain de possibilités, des idées éparses, des concepts auxquels il ne savait déjà plus s'il croyait. Et c'est là qu'il prit une décision qui, pour moi, est le véritable cœur de cette histoire. Il décida que découvrir son propre mythe n'était pas un luxe philosophique. C'était une tâche essentielle. Car, selon lui, comment aurait-il pu correctement traiter un patient s'il ne savait rien du facteur personnel? Sa propre équation personnelle, qu'il apportait lui-même dans chaque consultation. Gardez cette question en tête. Nous y reviendrons. Le monde sans mythe. Car pour Jung, cette question ne le concernait pas seulement lui. Elle nous concernait tous. Il croyait qu'une grande partie de la laideur du monde, la violence, la froideur, la déconnexion entre les gens, naît d'un seul point d'origine. La séparation entre l'être humain et sa propre âme.
Et il a dit une phrase qui, entendue aujourd'hui, sonne presque comme un diagnostic de notre époque, pas de la sienne. Quand on ne nourrit pas l'âme, on crée des dragons et des démons au fond de son propre cœur. Pensez-y non pas comme à une poésie vague, mais comme à une observation clinique. Un homme qui a passé sa vie à soigner la souffrance humaine a conclu qu'une grande partie de celle-ci naît de personnes vivant déconnectées d'elles-mêmes. Trop occupées, trop distraites, trop matérialistes pour se demander quel est le mythe, quel est le sens, qu'elles vivent réellement. Il n'est pas difficile de reconnaître ce monde. C'est le nôtre. Le chemin du retour. Face à ce diagnostic, Jung ne proposa pas la fuite. Il ne proposa ni d'ignorer l'obscurité, ni de s'y noyer. Il proposa quelque chose de plus difficile, l'intégrer. Il appela ce processus l'individuation, le chemin de toute une vie vers le fait de devenir, véritablement, qui l'on est. Non pas une version idéalisée, non pas un masque social, mais la totalité de qui l'on est, y compris les parties inconfortables, les ombres, les dragons que notre propre négligence a contribué à créer. Et c'est exactement ce que représente le livre rouge quand on le regarde sous cet angle. Ce n'est pas une curiosité historique sur un scientifique excentrique. C'est la carte, dessinée à la main, d'un homme qui décida de ne pas fuir face à lui-même, et qui documenta chaque pas de cette traversée pour que, des décennies plus tard, quelqu'un comme vous puisse la lire et y reconnaître son propre chemin. Et vous? Laissez-moi maintenant vous poser une question, avec toute la sincérité que mérite celle de Jung. Savez-vous quel est votre mythe? Je ne parle pas de carrière, ni de routine, ni de l'histoire que vous racontez lors des dîners. Je parle de ce qui donne un sens réel à vos journées, quand personne ne regarde. Si vous vous arrêtiez maintenant, au milieu de ce que vous êtes en train de faire, et que vous vous posiez cette question avec la même honnêteté que Jung, auriez-vous une réponse? Ou vivez-vous, vous aussi, comme il a vécu si longtemps, dans un nuage incertain de possibilités? Pas besoin de répondre à voix haute. Il suffit de laisser la question s'installer. La terreur du vide. Car Jung fut clair sur ce qui arrive à celui qui ne se pose jamais cette question. Il écrivit que celui dont le désir se détourne des choses extérieures atteint, enfin, le lieu de l'âme. Mais celui qui ne trouve pas cette âme est poursuivi par une terreur du vide. Et la peur le pousse, comme un fouet à plusieurs lanières, vers une quête désespérée, une convoitise aveugle pour les choses creuses de ce monde. Et, sans s'en rendre compte, cette personne devient l'otage de sa propre convoitise illimitée, et se perd de son âme, peut-être pour ne jamais la retrouver. C'est cette même obscurité que Jung affronta cette nuit-là, des décennies plus tôt, seul, se demandant s'il devenait fou. La différence, c'est qu'il ne l'a pas fui. Il en a fait 16 années de courage silencieux, un carnet à la couverture rouge, et un héritage qui, aujourd'hui encore, nous invite à nous poser la même question qu'il s'est posée à lui-même. Quel est votre mythe? Laissez cette question rester avec vous. Merci infiniment, du fond du cœur, d'être resté jusqu'ici. Une chaleureuse accolade à vous tous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.